Tout commence en 1988, au cœur des bois isolés du sud de l'Ohio. La petite Stacy, âgée de seulement 2 ans, refuse catégoriquement d'entrer dans la demeure. Elle répète inlassablement que la maison est méchante et qu'elle lui fait peur. À l'intérieur, une pièce à l'étage reste mystérieusement verrouillée par le propriétaire. Un jour d'été, alors que sa mère Anna étend le linge, Stacy disparaît soudainement du jardin. Alertée par les aboiements frénétiques du chien, la mère se précipite vers l'étang. Elle découvre sa fille au milieu de l'eau, là où elle n'aurait jamais dû avoir pied. Comment une enfant si petite a-t-elle pu atteindre le centre de cet étang sans se noyer ? Quelques semaines plus tard, Stacy disparaît à nouveau, cette fois depuis son parc clos à l'étage. Guidée par le chien, Anna s'enfonce dans la forêt jusqu'à découvrir un charnier d'animaux. Au milieu des carcasses en décomposition, elle trouve Stacy debout et calme. L'enfant explique alors que ce sont les enfants de la pièce verrouillée qui l'ont amenée ici. Elle ajoute qu'ils vivent dans cette fameuse chambre interdite dont ils n'ont jamais eu la clé. Anna sait qu'il est physiquement impossible pour sa fille d'avoir parcouru cette distance seule. Des décennies plus tard, la voix de sa mère tremble encore en évoquant cet événement. Stacy, devenue adulte, se demande si elle doit réveiller ses souvenirs par l'hypnose. Elle reste convaincue que ces enfants n'avaient rien d'humain. L'horreur réside dans le fait que sa mère, très rationnelle, n'a jamais pu expliquer la scène. Ce témoignage ouvre le bal d'une série de récits où le réel bascule dans l'étrange. Préparez-vous car l'histoire suivante nous emmène dans un supermarché ordinaire mais inquiétant. Alicia a 17 ans et travaille dans une petite boutique de quartier. Une cliente régulière commence à attirer son attention par son comportement décalé. Son maquillage est appliqué grossièrement, mélangeant des couleurs vives et inadaptées. Elle prétend posséder $1 million et vouloir vivre sur la Lune. Mais ce qui n'était qu'une excentricité devient rapidement du harcèlement pur et simple. Alicia commence à apercevoir la femme partout, même près de son domicile. Un soir, alors qu'elle s'apprête à se doucher, elle entend la porte de sa maison s'ouvrir. Paniquée, elle allume sa webcam pour enregistrer ce qui se passe dans son salon. La femme est là, à l'intérieur, demandant d'utiliser le téléphone de manière incohérente. Elle tente même de voler des vêtements sales avant de s'enfuir sous les cris d'Alicia. La dernière fois qu'elle l'aperçoit, la scène est d'une tristesse et d'une horreur absolue. Ce passage montre à quel point la détresse psychologique peut devenir terrifiante pour autrui. Nous changeons de registre pour une histoire de sorcellerie et de pouvoir des mots. Estelle, une jeune fille au style gothique, reçoit une étrange amulette en bois. Le bijou dégage une odeur de fumée et de bonbons qui la fascine immédiatement. Rapidement, ses plaisanteries sur le sort des autres commencent à se réaliser. Un accident de voiture se produit exactement après qu'elle a exprimé sa colère envers sa sœur. La rumeur se répand à l'école. Estelle serait devenue une véritable sorcière. Des mois plus tard, elle découvre l'identique de son collier dans un musée d'artefacts africains. La description indique qu'il sert à amplifier le pouvoir des mots pour le meilleur ou le pire. Alicia ne se doutait pas que son emménagement dans ce nouvel appartement marquerait le début d'un calvaire psychologique. Dès la première semaine, une voisine nommée Brenda a commencé à frapper à sa porte à des heures indues. Au début, Alicia pensait simplement que cette femme souffrait d'une solitude extrême. Mais les demandes de Brenda sont devenues de plus en plus bizarres et intrusives. Elle demandait à entrer pour vérifier si les murs ne murmuraient pas son nom. Alicia a poliment décliné, mais cela n'a fait qu'attiser la colère noire de sa voisine. Des bruits de grattement ont commencé à se faire entendre contre la cloison de sa chambre chaque nuit. Le manque de sommeil a rapidement transformé la vie quotidienne d'Alicia en un brouillard de terreur. Elle a alors décidé d'installer une webcam pour surveiller son salon pendant qu'elle dormait. Le premier enregistrement ne montrait rien d'autre que des ombres dansantes sur les murs. Cependant, la deuxième nuit, Alicia a remarqué que la poignée de sa porte d'entrée tournait lentement. Elle a visionné la vidéo le lendemain matin avec le cœur battant à tout rompre. À 3 heures du matin, Brenda se tenait immobile devant la porte, murmurant des paroles inaudibles. Alicia a immédiatement appelé la police pour signaler ce comportement alarmant. Malheureusement, les officiers ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire sans preuve d'agression physique. Seule et sans défense, elle a commencé à barricader sa porte avec des meubles lourds. La harceleuse semblait se nourrir de la peur qu'elle instillait chez sa proie. Un soir, Alicia a trouvé une mèche de cheveux longs et noirs glissée sous son paillasson. Elle a compris que Brenda n'était plus simplement une voisine étrange, mais une prédatrice. Les messages laissés sur son répondeur n'étaient plus que des cris stridents et des rires démoniaques. La tension a atteint son paroxysme lors d'une nuit d'orage particulièrement violente.
Un bruit de verre brisé a résonné depuis la cuisine à l'autre bout de l'appartement. Alicia s'est figée dans son lit, sentant le souffle glacé de l'intruse s'approcher. Elle a saisi son téléphone pour lancer l'enregistrement en direct de sa webcam. Sur l'écran, elle a vu une silhouette déguisée avec un masque en porcelaine craquelé. L'intruse tenait un long couteau de cuisine qui brillait faiblement dans le noir. Alicia regardait, impuissante, la silhouette se dirigeait lentement vers la porte de sa chambre. Chaque pas sur le parquet grinçant sonnait comme le glas de sa propre vie. Brenda a commencé à chanter une berceuse déformée d'une voix grinçante. Alicia a rampé sous son lit, espérant que l'ombre ne la trouverait pas là. La porte de la chambre s'est ouverte avec un gémissement métallique insupportable. L'intruse a commencé à fouiller les placards, jetant les vêtements au sol avec rage. Soudain, tout mouvement s'est arrêté et un silence de mort a envahi la pièce. Alicia a vu 2 pieds chaussés de vieilles pantoufles sales s'arrêter juste devant le lit. Le masque en porcelaine est apparu lentement au niveau du sol, fixant le vide sous le lit. Brenda a poussé un cri inhumain en réalisant que la place était vide. Alicia avait réussi à se glisser dans la salle de bain attenante au dernier moment. Elle a composé le numéro d'urgence une seconde fois, priant pour une intervention rapide. Les coups de couteau ont commencé à transpercer la porte en bois de la salle de bain. Alicia s'est recroquevillée dans la baignoire alors que le bois volait en éclats autour d'elle. Elle a alors vu une main décharnée passer à travers le trou pour déverrouiller la porte. Mais juste au moment où le verrou a cliqué, un silence soudain est retombé sur l'appartement. Alicia a entendu des sirènes au loin, mais Brenda ne semblait plus bouger derrière la porte. Lorsque la police est enfin intervenue, ils ont trouvé l'appartement vide de toute présence humaine. La seule trace laissée était la webcam d'Alicia qui avait été soigneusement retournée vers le mur. Sur le mur, un message avait été écrit avec ce qui semblait être du sang séché. Les mots indiquaient « Tu n'es jamais vraiment seul dans le noir ». Alicia a déménagé le lendemain, mais elle sent toujours un regard peser sur elle dans chaque pièce. Elle ignore que Brenda a été vue dans l'état voisin, rôdant autour d'une nouvelle victime. Pendant ce temps, Alicia reçoit une notification sur son nouveau téléphone. Sa caméra de sécurité vient de détecter un mouvement dans son nouveau salon. Le sentiment de sécurité d'Alicia s'évapore alors que l'écran de son téléphone affiche une ombre mouvante dans son nouveau salon. Mais alors que certains fuient leur passé, d'autres, comme Estelle, le trouvent caché dans de vieux cartons poussiéreux. En triant les affaires de sa grand-mère récemment décédée, elle tombe sur une petite boîte en bois noirci par le temps. À l'intérieur repose un objet étrange qui semble absorber la lumière plutôt que de la refléter. C'est une amulette taillée dans une pierre sombre, prenant la forme d'un crâne d'oiseau aux orbites anormalement profondes. Estelle ressent un frisson glacé parcourir son échine au moment précis où ses doigts effleurent la pierre froide. Elle décide de la porter, pensant qu'il ne s'agit que d'un bijou excentrique sans réelle importance. Dès la première nuit, le silence de son appartement est brisé par des bruits de griffonnement provenant des murs. Elle se réveille en sursaut, persuadée d'avoir entendu un sifflement aigu juste à côté de son oreille. Le lendemain, elle découvre des marques de brûlures circulaires sur sa table de chevet, disposées en un motif géométrique. Elle tente de retirer l'amulette, mais le fermoir semble soudé, refusant de céder malgré ses efforts. La panique monte lorsqu'elle aperçoit dans le miroir une silhouette voûtée se tenant juste derrière elle. Elle se retourne brusquement, mais la pièce est désespérément vide et silencieuse. Estelle commence à faire des recherches frénétiques sur l'origine de l'objet dans les vieux journaux de sa grand-mère. Elle découvre une photographie datant de 1950 montrant une femme identique à elle portant le même crâne. Au dos de la photo, une mention manuscrite indique « Le prix du sang est enfin payé ». Soudain, les lumières de l'appartement se mettent à grésiller violemment avant de s'éteindre totalement. Dans l'obscurité, l'amulette commence à émettre une lueur pourpre pulsante qui projette des ombres déformées. Estelle sent une pression invisible s'exercer sur sa gorge, comme si la chaîne se resserrait d'elle-même. Elle s'effondre au sol, ses mains cherchant désespérément un objet pour briser le lien maudit. Elle saisit un couteau de cuisine et tente de trancher le cuir de la lanière dans un geste de pur désespoir. Au moment où la lame touche l'amulette, un cri inhumain déchire l'air ambiant, faisant vibrer les fenêtres. Estelle s'évanouit sous la force du choc sonore, plongeant dans un sommeil sans rêve. Elle se réveille quelques heures plus tard, trouvant l'appartement plongé dans un calme de cathédrale. L'amulette a disparu de son cou, laissant une marque noire indélébile en forme de crâne sur sa peau. En regardant par la fenêtre, elle remarque que tous les oiseaux du quartier sont alignés sur son rebord de fenêtre, immobiles. Ils ne chantent pas, ils ne bougent pas, ils se contentent d'observer chacun de ses mouvements.
Elle réalise que l'amulette n'était qu'une clé ouvrant une porte qu'elle ne pourra jamais refermer. Désormais, elle entend des murmures en latin provenant des bouches d'aération de sa salle de bain. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle voit le visage de sa grand-mère qui lui sourit avec une tristesse infinie. Les sorts semblent se manifester physiquement, changeant l'eau du robinet en un liquide visqueux et noir. Elle n'ose plus sortir de chez elle, craignant que l'entité attachée à elle ne s'en prenne à des innocents. La nuit suivante, Estelle découvre que les murs de sa chambre sont maintenant couverts de symboles occultes tracés avec du sang séché. Elle comprend que le rituel commencé par son ancêtre est loin d'être terminé. Une voix d'outre-tombe résonne dans la pièce, prononçant son nom avec une familiarité terrifiante. Elle hurle, mais aucun son ne sort de sa bouche, comme si l'air lui-même lui avait été dérobé. L'amulette réapparaît soudainement au milieu de la pièce, flottant à quelques centimètres du sol. Elle réalise que l'objet n'est pas seulement maudit, il est vivant et possède sa propre volonté. Estelle s'assoit dans un coin, balançant son corps d'avant en arrière en attendant la fin. Alors que le silence retombe, elle entend soudain un sifflement familier s'échapper de l'amulette, une mélodie qu'elle n'est pas la seule à reconnaître. Le sifflement que mentionnait Estelle n'est pas un simple bruit de vent ou une coïncidence acoustique. Pour moi, tout a commencé dans la banlieue paisible de l'Ohio à la fin des années 90. J'étais un enfant sans histoire, passant mes après-midi à faire du vélo dans le cul-de-sac derrière chez nous. Un soir d'été, alors que le soleil disparaissait derrière les chênes, j'ai entendu cette mélodie pour la première fois. C'était un sifflement pur, presque musical, qui semblait provenir de la lisière du bois. Je me suis arrêté net, posant mon pied à terre pour mieux identifier la provenance de ce son. Personne n'était visible dans le jardin des voisins et les rues étaient étrangement désertes ce soir-là. La mélodie a repris, plus haute et plus insistante, tournant autour d'une gamme que je ne connaissais pas. J'ai couru me réfugier à l'intérieur, claquant la porte derrière moi avec une force inhabituelle. Mes parents ont ri quand j'ai essayé de leur expliquer que quelqu'un sifflait dans le noir. Mais le lendemain, le sifflement m'attendait devant l'arrêt du bus scolaire. Il semblait vibrer dans mes os, se déplaçant avec moi comme une ombre invisible. 10 ans plus tard, j'ai déménagé à Chicago pour mes études, espérant laisser ce souvenir derrière moi. La ville était bruyante, chaotique, et je pensais que le vacarme urbain étoufferait mes vieux démons. J'avais tort, car le sifflement s'est manifesté dans les couloirs vides de ma résidence universitaire. C'était la même suite de notes, exactement la même cadence qu'en Ohio. J'ai commencé à enregistrer les bruits ambiants avec mon téléphone pour prouver ma santé mentale. Sur les enregistrements, il n'y avait que du silence, malgré le sifflement qui me vrillait les oreilles au même instant. Je me suis convaincu que c'était un acouphène psychologique, une séquelle de mon anxiété. Mais le sifflement a commencé à interagir avec mon environnement. Les lampes grésillaient en rythme avec les notes les plus aiguës. Une nuit, j'ai déménagé à nouveau, cette fois vers le Texas, fuyant sans laisser d'adresse. J'ai conduit pendant 24 heures sans m'arrêter, les yeux brûlants de fatigue. En arrivant à Austin, j'ai cru avoir enfin semé le siffleur. Le silence a duré 3 mois, les plus paisibles de ma vie d'adulte. Puis, un soir de tempête, le sifflement est revenu, plus fort que jamais, juste derrière ma porte d'entrée. Ce n'était plus une mélodie errante, c'était un appel. J'ai attrapé un couteau de cuisine, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Je n'ai trouvé personne sur le porche, seulement une empreinte de pieds mouillés sur le bois. L'empreinte n'était pas humaine, elle était trop longue et possédait des orteils atrophiés. J'en ai eu assez de fuir et j'ai décidé de confronter cette entité dans les bois derrière ma nouvelle maison. Le sifflement m'a guidé plus profondément sous la canopée, loin de toute civilisation. Chaque fois que j'approchais du son, il se déplaçait de quelques mètres sur ma gauche. J'ai fini par arriver dans une clairière où les arbres étaient tous morts et dépouillés de leur écorce. Au centre, il y avait un petit tas de vêtements d'enfants décolorés par le temps. J'ai reconnu le motif d'un de mes propres t-shirts que j'avais perdu quand j'avais 7 ans. Le sifflement a retenti juste au-dessus de ma tête provenant des branches nues. Je n'ai rien vu d'autre qu'une forme allongée se fondant parfaitement dans l'obscurité. J'ai fui cette forêt en hurlant, abandonnant ma maison et ma voiture sur place. Aujourd'hui, je vis dans des hôtels, changeant de chambre chaque nuit pour rester imprévisible. Je poste ceci car je l'ai entendu à nouveau dans la ventilation de ma chambre il y a 10 minutes. Ce n'est pas seulement mon histoire, car d'autres sur ce forum ont commencé à décrire la même mélodie. On dit que si vous sifflez en retour, vous lui donnez la permission d'entrer. Mais le plus terrifiant, c'est ce que j'ai découvert dans les yeux du prochain témoin, Alex. Car alors que je finis d'écrire ces mots, la lumière de ma chambre vient de s'éteindre et je sens un souffle froid siffler contre ma nuque.
L'obscurité qui suit le sifflement n'est pas un vide, mais une porte vers un autre genre de cauchemar. Pour Alex, tout a commencé dans la petite chambre bleue de sa maison d'enfance au Kansas. À l'âge de 6 ans, il croyait que chaque ombre était un ami potentiel caché sous les lattes du parquet. C'est lors d'une nuit d'orage particulièrement violente que Monsieur Shred s'est manifesté pour la première fois. Le petit garçon sentit une pression glaciale s'installer au bord de son matelas. Une voix, semblable au craquement d'un vieux parchemin, murmura son nom depuis le coin le plus sombre. L'entité ne ressemblait à rien d'humain, arborant une silhouette trop longue et des membres désarticulés. Monsieur Shred n'avait pas de visage, seulement 2 cavités béantes où auraient dû se trouver des yeux. Il demanda à Alex s'il pouvait emprunter sa vue pour quelques instants. Avant que l'enfant ne puisse crier, une sensation de brûlure envahit ses globes oculaires. Soudain, Alex ne voyait plus sa chambre, mais une forêt de symboles étranges flottant dans le vide. Il comprit que Monsieur Shred utilisait son esprit comme un canal pour observer notre monde. Le lendemain matin, Alex se réveilla avec de profondes cernes noires et une fatigue accablante. Ses parents mirent cela sur le compte des terreurs nocturnes classiques de l'enfance. Mais chaque nuit suivante, la créature revenait réclamer son dû avec plus d'insistance. Alex commença à dessiner des croquis de Monsieur Shred sur les murs de sa chambre sous le papier peint. Les dessins montraient l'entité sans yeux tenant de petits enfants par la main. Un soir, il réalisa qu'il pouvait voir à travers les yeux de Monsieur Shred pendant qu'il dormait. La vision était déformée, comme si le monde était perçu à travers un bocal en verre sale. Il vit Monsieur Shred entrer dans la chambre de sa petite sœur, Clara. Alex essaya de hurler pour la prévenir, mais ses muscles étaient totalement paralysés. L'entité posa ses longs doigts sur les paupières fermées de la petite fille. À cet instant précis, Alex entendit un rire strident résonner directement dans son crâne. Une lueur rouge sang envahit sa vision, effaçant tout le reste du décor. Le lendemain, Clara refusait d'ouvrir les yeux, prétendant que le soleil la brûlait. Alex comprit que le prêt de vision n'était plus un jeu, mais un vol définitif. Il décida de rester éveillé coûte que coûte pour protéger sa famille de l'intrus. Les jours passèrent et le manque de sommeil commença à provoquer des hallucinations diurnes. Il voyait Monsieur Shred debout dans la cour de récréation, immobile sous le soleil de midi. Personne d'autre ne semblait remarquer cette silhouette dégingandée qui surveillait les enfants. Le 10e soir, la fatigue fut trop forte et Alex sombra dans un sommeil profond. Il se réveilla non pas dans son lit, mais debout dans le garage sombre de la maison. Ses mains étaient couvertes d'une substance noire et visqueuse qui ne partait pas à l'eau. Dans le miroir du garage, il vit que ses propres yeux étaient devenus totalement noirs. Monsieur Shred n'empruntait plus sa vue, il l'avait remplacée par la sienne. Alex tenta de crier pour appeler ses parents, mais seul le rire de l'entité sortit de sa gorge. Des années plus tard, Alex est un adulte, mais il ne regarde jamais les gens dans les yeux. Il prétend qu'il peut encore voir des choses que personne d'autre ne perçoit dans la foule. Monsieur Shred n'est jamais vraiment parti, il attend simplement son prochain tour de garde. Mais une nouvelle menace plus concrète commence à émerger dans l'entourage d'Alex. Car alors qu'il rentre chez lui, il découvre que sa porte a été forcée et qu'un message sanglant orne son miroir « Je sais qui tu es ». Paul fixa le miroir de l'entrée, où les lettres de sang semblaient encore fraîches et coulantes. Il recula d'un pas, ses talons heurtant le bois froid du parquet avec un bruit sourd. Le silence de l'appartement était soudain devenu une présence pesante, presque physique. Catherine était censée dormir dans la chambre au bout du couloir. Paul se demanda si le message s'adressait à lui ou à l'entité qu'il avait suivie depuis des années. Un craquement léger retentit derrière la porte de la chambre à coucher. Il s'empara d'un couteau de cuisine posé sur le comptoir à sa droite. Catherine apparut dans l'encadrement, sa silhouette découpée par la faible lueur de la veilleuse. Ses yeux semblaient trop grands, reflétant la lumière d'une manière qui n'était pas humaine. Paul lui demanda d'une voix tremblante où elle était passée la veille au soir. Elle ne répondit pas, se contentant d'incliner la tête avec un sourire figé. Il se souvint alors des messages sur Reddit parlant de double, remplaçant les proches. « Tu n'es pas Catherine !» hurla-t-il alors que la panique prenait le dessus. La femme se jeta sur lui avec une force surnaturelle, le projetant contre le mur. Le choc fit voler en éclats les cadres photos qui ornaient le couloir. Paul sentit des doigts froids se refermer sur sa gorge avec une pression mortelle. Il frappa aveuglément avec son couteau, sentant la lame s'enfoncer dans quelque chose de mou. Un cri inhumain déchira l'air, un son qui ne ressemblait en rien à la voix de sa femme. Du sang noir commença à couler sur le tapis blanc du salon. Paul parvint à se dégager et se précipita vers la porte d'entrée.
Mais la porte était verrouillée de l'extérieur par une force invisible. Derrière lui, la chose qui portait le visage de Catherine se releva avec des mouvements saccadés. Ses articulations craquaient comme du bois sec qu'on brise. Paul chercha son téléphone pour appeler à l'aide, mais l'écran ne montrait que de la neige statique. « Pourquoi me fuis-tu, Paul » murmura la créature avec une distorsion métallique. Il réalisa que les ombres dans la pièce commençaient à se détacher des murs. Il se réfugia dans la salle de bain et poussa le verrou de toutes ses forces. L'espace étroit semblait se refermer sur lui alors qu'on frappait violemment contre la porte. Il regarda ses mains et vit qu'elles étaient couvertes non pas de sang, mais d'une substance huileuse noire. Une pensée atroce traversa son esprit, et si c'était lui l'imposteur ? Ses propres souvenirs commençaient à se brouiller et à s'effacer comme de vieilles photographies. Une douleur fulgurante lui transperça le crâne, le faisant tomber à genoux. La porte de la salle de bain commença à fondre, le bois se transformant en une pâte visqueuse. Le visage de Catherine apparut à travers la matière en décomposition. Elle ne cherchait pas à le tuer, elle cherchait à fusionner avec lui. Paul sentit sa propre peau devenir malléable sous le toucher de la créature. Les lumières de l'appartement explosèrent toutes en même temps, plongeant la scène dans le noir total. Un silence de mort retomba, uniquement troublé par un sifflement lointain et familier. Quand les secours arrivèrent le lendemain, ils ne trouvèrent qu'une seule personne dans l'appartement. Elle était assise au milieu du salon, peignant son reflet avec le sang noir sur les murs. L'officier de police demanda son nom, et la personne répondit avec les deux voix de Paul et Catherine en même temps. Sur le mur, le dessin représentait une porte s'ouvrant sur un vide abyssal. Le sifflement reprit, plus fort, provenant de l'intérieur même du dessin. Alors que l'officier s'approchait, il remarqua que son propre reflet dans le miroir ne suivait plus ses mouvements. L'officier resta figé devant son propre reflet qui souriait alors que lui-même hurlait de peur. Le verre se brisa soudainement en 1000 morceaux, libérant un silence assourdissant dans la pièce. Avec ce dernier éclat, l'horreur de Paul et Catherine sembla enfin s'évanouir dans les ténèbres. Nous revenons maintenant au silence de notre propre chambre, loin des fermes hantées et des sifflements nocturnes. Les 5 histoires que nous avons explorées ce soir ne sont pas de simples lignes de texte sur un forum. Elles représentent la manifestation moderne de nos peurs primordiales, adaptées à l'ère du numérique. Stacy n'a jamais retrouvé les enfants de la ferme de 1988, mais elle a trouvé la paix en partageant son fardeau. Le sifflement qui poursuivait Paul s'est tu le jour où il a décidé de ne plus l'écouter. L'amulette d'Estelle a été enterrée sous un vieux chêne, là où personne ne pourra plus jamais la déterrer. Quant à Monsieur Shred, il n'est plus qu'un mauvais souvenir caché dans les recoins de l'enfance d'Alex. Le web est un océan d'informations où la vérité et le mensonge s'entremêlent sans cesse. Est-ce que ces témoins ont réellement vécu l'impossible ou ont-ils simplement succombé à la paranoïa ? La science nous dit que l'esprit humain peut créer des monstres pour expliquer l'inexplicable. Mais la science ne peut pas expliquer pourquoi nous avons tous ressenti ce frisson en écoutant Paul. Ces récits agissent comme des miroirs de notre société ultra connectée mais terriblement isolée. Nous cherchons des fantômes dans la machine pour combler le vide de nos vies quotidiennes. Parfois, à force de chercher le monstre, on finit par l'inviter à s'installer chez nous. Alicia a appris que la vraie terreur ne vient pas toujours de l'au-delà, mais souvent d'un voisin trop curieux. Le traumatisme de l'intrusion ne s'efface jamais totalement de la mémoire. Pourtant, il y a une certaine beauté dans la manière dont ces histoires nous lient les uns aux autres. En racontant son histoire, Alex a permis à d'autres enfants de ne plus avoir peur de l'obscurité. Nous devons toutefois rester vigilants face à ce que nous lisons sur les réseaux. La frontière entre le mythe urbain et le crime réel est souvent plus mince qu'on ne le pense. Paul et Catherine ne sont plus que des statistiques dans un dossier de police classé sans suite. Mais leur histoire continue de vivre à travers ceux qui cherchent la vérité. Reddit et les forums paranormaux resteront les feux de camp de notre époque. C'est ici que les légendes naissent et que les peurs s'exorcisent. Chaque témoignage est une pièce d'un puzzle géant que nous ne finirons jamais d'assembler. N'oubliez jamais que derrière chaque écran, il y a une âme qui cherche à être entendue. Ou peut-être quelque chose d'autre qui attend patiemment que vous cliquiez sur son profil. Nous refermons ce livre numérique pour ce soir, mais les ombres restent présentes. Regardez bien autour de vous avant d'éteindre la lumière. Est-ce un simple manteau sur une chaise ou une silhouette qui vous observe ? Le cerveau adore nous jouer des tours dès que le silence s'installe. Merci d'avoir partagé ce voyage dans les profondeurs du web avec nous. Vos propres récits sont peut-être les prochaines légendes qui hanteront ces pages. Restez prudents, restez sceptiques, mais gardez l'esprit ouvert.
La réalité a parfois beaucoup plus d'imagination que la fiction la plus sombre. C'était la fin de nos 5 témoignages effrayants. Dormez bien si vous le pouvez encore.